Hello à toutes et à tous, bienvenue dans les Crypto Coulisses. Aujourd'hui, nouveau format Focus où on va débattre d'un projet qui est le projet WorldCoin. Et pour cela, donc, on accueille Saturnin Punier qui est dans la team fondatrice de WorldCoin. Salut Saturnin. Salut Gary, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et donc je ne serai pas seul, il y aura Alexis Roussel, COO de Nîmes, et Frédéric Martin, CEO de MyDID. Salut messieurs. Salut. Salut. Alors l'idée, c'est vraiment de parler aujourd'hui du projet WorldCoin, pour ou contre. Voilà, on va pouvoir en parler en long et en large. Déjà, peut-être, avant de commencer, est-ce que Saturnin, tu peux présenter le projet WorldCoin pour les auditrices, les auditeurs qui ne le connaissent pas? Oui, bien sûr. En deux mots, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire une infrastructure pour un monde où l'intelligence artificielle plus avancée va exister. Et donc, cette infrastructure est composée de deux parties. Une partie identitaire. Donc, le but étant de créer une identité qui fonctionne à grande échelle et qui peut être différenciée des bots. Et l'autre côté, c'est la couche financière. Donc, c'est une nouvelle couche financière qui serait globale et qui serait équitablement accessible par tout le monde. Et donc, c'est deux pièces fondamentales d'un monde avec intelligence artificielle avancée qui sont nécessaires pour qu'elle soit bénéfique à tous. Alors, pour donner un peu le contexte, donc, Frédéric a écrit un long article sur WorldCoin qu'il a mis à jour au fur et à mesure. Alexis Roussel, toi, tu es un fervent aussi défenseur de la vie privée. Je pense que vous n'êtes pas forcément pour le projet WorldCoin et donc d'où cette vidéo aujourd'hui. L'idée, c'est un peu d'en débattre. Je pense que ça peut être cool de reprendre un peu la trame de l'article de Frédéric. Je me suis mis des petites notes. Le premier point qui ressortait sur ton article, Frédéric, c'était l'aspect social washing pour OpenAI. Donc l'idée que un des fondements de de WorldCoin, c'est ce côté revenu universel, de se dire que dans un futur pas si lointain, les IA seront tellement performantes que travailler, ce sera quelque chose de secondaire pour les humains, c'est-à-dire que ce sera plus un hobby qu'une nécessité. Et donc il y aura un revenu universel qui pourra être redistribué. Toi, Frédéric, dans ton article, tu disais que c'était tout simplement du social washing. Est-ce que tu peux un peu développer ton point là-dessus? J'essaye de faire la distinction entre les sujets qui sont techniques, où il y a des choses que je peux trouver appréciables dans le projet, et puis il y a des choses aussi sur les arguments pour défendre ce type de projet que je trouve des fois franchement bidons. Bon, en fait, je parlais un petit peu de ça, ce qui était lié à l'actualité parce qu'en fait, ce projet a beaucoup de visibilité à cause de la présence de Sam Altman et d'OpenAI derrière. Sinon, il n'y aurait pas eu l'engouement qu'il y a eu sur le token, il n'y aurait pas eu l'engouement sur le projet. Bon, il ne faut pas se mentir. Il y a cette idée, déjà moi, que ce soit un système qui cherche à faire la distinction entre l'IA et l'humain, on pourra en discuter. Déjà, je trouve que c'est un peu un combat morné et qui a même laissé OpenAI tomber pour ses propres outils. Donc déjà, je le trouve un peu pas terrible. Mais côté social washing, c'est... En fait, OpenAI a fait une évolution qui était déjà un peu critique. Il n'y a plus rien d'open dans OpenAI. Je ne vais pas parler que d'OpenAI, parce que sinon, on peut dire je suis un homme de paille. Et voilà. Mais en gros, cette idée qu'il y a quelque part une volonté dans ces acteurs qu'il va y avoir de la richesse dégagée par l'intelligence artificielle qui va être récupérée par un acteur encore plus privé et qui va avoir la capacité ensuite de redonner du revenu à des gens qui ont perdu leur boulot à cause de l'avènement de l'IA, ce qui est le discours de Sam Altman. Moi, je ne fais que répéter ça. Je trouve que c'est... Surtout quand on s'amuse à aller scanner les yeux de paysans dans le fin fond de l'Inde, et qu'on ne sait pas distinguer qui que ce soit ensuite après avoir scanné, je trouve que cette idée que c'est un moyen de faire de la distribution de revenus universels derrière, par une entreprise qui n'a pas la volonté de façon de faire beaucoup de renversements par ailleurs, je trouve que c'est un peu survendre le côté quasi caritatif du projet quand on cherche à faire de l'identification, même anonyme, des gens. Mais je suis curieux d'entendre la défense de Saturnin sur le sujet. Je pense que l'approche qu'on a prise pour se défendre là-dessus, c'est pas forcément de demander aux gens de nous croire, mais c'est justement de mettre en place un système qui est vérifiable. Et donc, il y a plusieurs composantes pour ça. C'est d'abord de open sourcer tout ce qu'on fait. Donc, on a open sourcé
la plupart de nos stacks et on va finir d'open sourcer dans les prochains mois 100% de nos stacks, que ce soit le hardware ou le software. Donc tout va être open sourcé. Et la deuxième partie de ça, donc la plus grosse composante, c'est la décentralisation. Donc on va aussi décentraliser, et on a commencé à décentraliser 100% des opérations et 100% de ce qu'on fait, pour qu'il n'y ait plus aucun composant de ce projet qui soit centralisé et qui soit contrôlé par un acteur unique. Je vais pas te couper tout le temps, mais si vous pouvez juste répondre plus sur le côté, c'est un outil qui va faire du revenu, il va aider à faire du revenu universel derrière. Parce que le côté décentralisation, open source, etc. Pour moi, c'est un autre sujet. C'est plus sur la motivation, pas sur les caractéristiques dont certaines sont positives du projet, mais plus la motivation. Par exemple, je sais pas, il y a une roadmap, il y a une idée qu'il va y avoir des revenus qui vont être mis de côté pour faire ce revenu universel. C'est quelque chose qui va être géré par la structure actuelle, par une autre structure. C'est plus ça, plus la motivation de. Donc, au niveau de déjà, c'est l'aspect que j'ai mentionné et la motivation, ou du moins la partie social watching, on peut pas les séparer parce que c'est fondamentalement la même chose. Donc, ça veut dire social watching, ça veut dire qu'on fait quelque chose, on prétend faire quelque chose qui n'est pas lié à ce qu'on fait. Et le fait d'être open source et décentralisé fait que, de toute façon, ce qu'on fait est purement visible par le fait d'être open source et en étant décentralisé, n'est pas au final contrôlé par nous uniquement. Donc, décentraliser le contrôle. Donc, ça fait qu'on ne peut pas tromper les gens parce que le protocole et le projet en lui-même seraient décentralisés. Donc, je pense que ces deux aspects déjà sont très fortement liés. Et après, au niveau des motivations, nous, on construit la couche d'infrastructure. Donc, on ne prétend pas être la compagnie qui va faire cette distribution du BI et donc créer l'UBI par nous-mêmes. On prétend créer une infrastructure qui rend cela possible. Donc, c'est différent. On prétend créer ce qui manque dans l'infrastructure socio-économique globale pour un monde où cela serait possible pour le très long terme, donc UBI et la redistribution de l'UBI, et pour le plus court terme de résoudre les problèmes de bots sur Internet et de donner la possibilité donc, de différencier les bots et les humains sur Internet. Donc nous, on se positionne sur la couche d'infrastructure, mais plus au niveau fondamental. Au niveau des applications et après de l'interaction avec ce système, on ne va pas essayer de le faire nous-mêmes, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de donner la possibilité aux d'autres acteurs de le faire, que ce soit OpenAI ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel on optimise. C'est pour ça que notre protocole est open source et accessible par tous de façon égale. Et c'est pour ça qu'on utilise la blockchain, parce que c'est une technologie qui permet de décentraliser tout et de décentraliser en particulier le contrôle de quelque chose, pour s'assurer qu'il n'y a pas de trust à avoir dans les collaborations. Ok, est-ce que Alexis et Frédéric voulaient répondre à ça ou on passe au sujet suivant? Je vais faire attention, je suis un grand bavard, tu as essayé de dire qu'on allait se caler dans 1 heure. Donc je vais aussi être à l'écoute de ce que Alexis a à dire, y compris sur ses côtés un peu plus politique et positionnement humain et pas que technique, parce que je sais aussi qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ouais, moi, je vais reprendre un truc que tu as dit, ce qui est intéressant parce que tu n'es pas du tout le seul à le dire. Beaucoup de gens le disent. Et tu as dit que ce type de technologie, alors pas forcément la manière dont WorldCoin est construit, mais le fait qu'il y ait un mécanisme d'identité et que c'est un besoin et que c'est nécessaire. Et en fait, je voudrais savoir qu'est-ce que tu entends par dire que c'est nécessaire, en fait. Donc la nécessité vient du fait que c'est de plus en plus évident avec les LLM, donc les language models, que c'est très dur de différencier un humain, c'est de plus en plus dur de différencier un humain d'un bot sur Internet. Et il y a énormément d'applications autour de ça, dans toutes sortes de systèmes. Une des implications majeures, c'est par exemple les élections américaines qui doivent donner la capacité de différencier la fraude ou la création de faux contenus qui pourra influencer les gens à grande échelle. Mais ce problème est beaucoup plus général que plus il devient facile de créer un nombre énorme de bots sur Internet, plus l'interaction avec l'Internet devient compliquée parce que tout peut être faussé à tous les niveaux. Donc dans ce sens-là, la création d'identité est très importante. Oui, mais en fait... Juste pour te... Vas-y. Ouais.
Non, mais c'est parce que, en fait, même dans le cas que tu montres, en fait, on peut tout à fait imaginer une alternative où on n'a pas besoin de s'assurer de l'identité électronique de la personne. C'est-à-dire que un bureau de vote, il y a un registre du vote des votants et la personne peut se déplacer. Et c'est généralement ce que tu fais, tu t'enregistres au bureau de vote, hein, donc tu te déplaces dans ton lieu local. Hein, et tu t'enregistres et puis la commune gère le registre des votants. Et finalement, tu peux appliquer des méthodes de type Web of Trust, hein, où effectivement, tu peux, à ce moment-là, on peut imaginer du vote électronique ou du vote à distance basé sur des preuves, et on peut utiliser les mêmes outils, hein, parce que les outils, c'est la même chose, des preuves à des ZKP, on peut faire plein de trucs à sympa, on peut faire du vote par localisation si on veut, voilà. Mais la construction de la relation se fait par un Web of Trust, dans lequel finalement tu n'as pas besoin d'identité. Donc c'est pas un cas d'usage où il n'y a pas d'alternative et où finalement on ne pourrait pas le faire sans identité. Et moi j'ai du mal en fait à trouver, et donc ça c'est vraiment un truc fondamental, j'ai du mal à trouver un cas d'usage où l'identité serait, on n'aurait aucune autre alternative que d'essayer de faire la différence entre un humain et autre chose au numérique sans passer par quelque chose où on peut... Voilà, je connais pas j'ai pas d'exemple. Le vote électronique, là, je te donne tout de suite un exemple où en fait, non, on peut faire autrement. En fait. Puis on l'a fait depuis des centaines d'années, donc on peut le faire, on peut le faire. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres exemples où il n'y aurait pas cette possibilité-là. Et puis si on va sur l'IA, en fait, moi j'ai un modèle aussi où on peut imaginer quelque chose d'interaction sans ces identités-là. Je vais rajouter deux petits points, si vous permettez. En général, j'évite d'aborder le sujet du vote électronique parce que c'est un truc, j'ai les poils qui se dressent quand on parle de vote électronique. Notamment parce qu'en fait, on a beaucoup de... Moi, j'ai la technique, donc j'ai même lu ce que vous faites avec les sémaphores, côté ZKP, WorldCoin, et c'est très bien d'un point de vue technique. Certaines phrases sont vraiment bien, et voilà. Mais en fait, le vote électronique, pour moi, c'est le pire usage qu'on peut imaginer en ce moment, dans un moment de méfiance généralisée envers toutes sortes d'infras. Les gens, à minima, quand ils votent avec un système, avec une urne transparente, avec un petit nom, avec un petit papier, ils comprennent ce qui se passe. Ils peuvent faire partie des gens qui vont faire le dépouillement à plusieurs. On peut faire de la vérification, on peut recompter, on peut avoir plusieurs façons de... Voilà, on a des choses de cet ordre-là qu'on ne peut plus faire quand on rentre dans les choses électroniques. Donc pour moi, le vote électronique, c'est peut-être le pire usage qu'on puisse faire de l'identité. Après, c'est différent si on fait quelque chose qui est lors du vote dans une petite association, mais quand on commence à aller sur des choses qui sont dans une logique un peu plus gouvernementale, etc., bon, c'est un peu le sujet. J'ai un autre souci avec l'argument « Ah, on fait la différence ». Moi, je fais partie des gens qui sont enregistrés sur les orbes WorldCoin, hein. En fait, au final, c'est une paire de clés dans un téléphone. Si j'ai fait passer 500 personnes, je paye 500 personnes pour créer 500 identités. Après, je contrôle leurs clés et je fais 500 actions qui sont des votes positifs en ligne. Ça ne change rien en le fait qu'il y ait eu même des humains à la fin. En imaginant que tout est fiable même à l'origine, je pense qu'il y a plein de faiblesses qui pourraient rendre les choses peu fiables. Mais en imaginant même que ce soit fiable, c'est pas parce qu'un humain a fait une procédure pour créer une identité que cette identité ensuite elle est contrôlée par l'humain qui a fait la démarche initiale. J'ai cru comprendre qu'il y a une amélioration possible dans WorldCoin 2 un peu sur le sujet pour essayer de faire encore plus fortement le lien entre l'identité et l'humain. Mais je suis pas sûr non plus que ce soit une grande solution. En tout cas, je voudrais être sûr que c'est compréhensible qu'une identité qui est créée par un humain, une fois que cet humain, techniquement, on peut prendre cette identité et la repasser à un ordinateur, le côté argument initial, c'est que des humains, non, en fait, il suffit juste d'obtenir les identités. Il faut les payer plus cher que WorldCoin, peut-être. Et encore, des fois, les gens ne comprennent pas, je pense, le système de revenus. Mais en tout cas, ce n'est pas un argument pour dire qu'une fois que cette étape-là est franchie, on est assuré qu'on va avoir des humains derrière les actions liées à ces identités. Et je vais m'arrêter là. Et alors, juste avant que Saturnin ne réponde, peut-être préciser que le fonctionnement des orbes, donc l'idée c'est on va dans un lieu physique, on se fait scanner les deux iris ou un iris, je sais plus, avec cet orbe, donc il y a une sphère métallique qui va en fait chiffrer l'iris d'une personne pour en faire une identité. Pas chiffré.
Juste, je pense que c'est bien que ça tourne un appel. Moi, j'ai aussi une petite interrogation. Je sais qu'il y a des choses qui sont dans les textes de WorldCoin, mais qui ne sont pas forcément claires pour l'usager de ce qui est pris comme information, peu importe l'utilité de ce qui en fait derrière. Mais par exemple, j'ai lu qu'il y avait le visage en 2D, en 3D, en infrarouge, les 2 iris, peut-être sous 2 modes. Est-ce que Saturnin peut réexpliquer un petit peu la totalité de ces données et bon, à la fin, c'est pas chiffré, c'est plus pour obtenir un identifiant unique, mais je serais curieux que quelqu'un qui est officiellement lié au projet me réexplique ça, parce qu'il y a plein d'infos un peu partout dans les conditions d'utilisation, mais très peu sur l'utilisation des datas et lesquelles datas sont vraiment prises. Donc, on a touché beaucoup de points, des questions, donc je vais essayer de les adresser dans l'ordre. Le premier point autour des bureaux de vote locaux et de s'enregistrer de cette façon, c'est une solution qui marche très bien localement, mais pour plusieurs raisons, c'est très dur de scaler ça au monde entier. Déjà parce que la moitié des régimes autour du monde sont totalitaires, et donc s'enregistrer un bureau de vote n'est pas viable dans ces régimes, et aussi parce qu'une grande partie de la population est extrêmement pauvre et n'a pas une dynamique de vie qui vont dans ces bureaux de vote où ils restent enregistrés de cette façon. Et beaucoup n'ont même pas de carte d'identité, par exemple, ou de documents similaires. Donc c'est pour ça que je pense que cette solution ne peut pas s'étendre au monde entier et n'est pas viable si on veut impliquer le monde entier dans ce système. Pour la solution du Web of Trust comme alternative. Donc le Web of Trust, si il marche, je pense, est une très bonne solution. Le problème du Web of Trust, c'est qu'on n'a pas encore d'implémentation, on n'a pas trouvé d'implémentation qui sont viables à grande échelle. Vitalik en parle dans un des posts récemment, que c'est une des alternatives au problème identitaire. Mais mon problème avec le Web of Trust, c'est que je ne pense pas qu'on va trouver une solution qui peut marcher à très grande échelle et qui n'est pas propice à des attaques pour créer des réseaux de bots. Donc c'est pour ça que si on peut trouver une solution Web of Trust, je pense que c'est génial. Je pense qu'une solution Web of Trust qui n'est pas bootstrap par une solution d'identité plus forte ne pourra pas fonctionner. Et on n'a pas de preuve à l'heure actuelle de Web of Trust qui fonctionne à grande échelle. Donc je pense que c'est pour le Web of Trust, c'est plutôt notre point de vue dessus. Est-ce que tu peux rappeler le concept de Web of Trust pour l'audience? L'idée de Web of Trust, c'est d'avoir les nouvelles identités qui sont validées par les anciens participants au network. Ça veut dire qu'il y a un groupe de participants à un network et chaque nouvelle personne va être validée par des personnes qui sont déjà là. Donc la théorie, c'est que si toutes les personnes qui sont là-dedans sont des humains, et valident des nouveaux humains, et on pourrait être sûr que chaque nouvelle personne sera un humain. Et on peut utiliser une dynamique de théorie des jeux pour s'assurer que les gens ne vont pas tomber le système, mais je ne pense pas qu'on a trouvé de dynamique assez stable à grande échelle pour s'assurer de ça pour l'instant. Ensuite, le prochain point qui a été touché, c'est le fait qu'on peut prendre 500 identités pour 500 personnes. Donc cela, c'est très vrai qu'on peut en théorie prendre 500 identités pour 500 personnes. Mais je pense qu'il y a 2 points très importants par rapport à ça. Le premier, c'est que pour prendre 500 identités, c'est possible. Prendre 1 million d'identités, ce n'est plus possible avec ce système. Alors que sans système, créer 1 million de bots sur Internet, c'est beaucoup plus faisable. Donc déjà, ça fait qu'on peut aller à une certaine échelle, mais pas à une échelle aussi grande qu'on pourrait sans cette vérification. Le deuxième point, c'est que ces 500 identités, on ne pourrait pas les garder longtemps, parce que le système est fait en sorte que la personne à qui tu as pris l'identité peut retourner à une orbe et reprendre son identité. Et donc, tu prendrais ces identités de façon temporaire jusqu'à ce que ces personnes retournent à l'orbe et récupèrent leur identité. Dans mon idée, c'est tu payes les gens pour le faire. Les gens savent qu'ils participent à quelque chose. C'est pas dans l'idée de leur voler. Donc, dans ce cas-là, ils ne retournent pas à l'orbe. C'est juste qu'ils ont été payés pour... soit tu les payes initialement, soit tu leur achètes leur identité. Et si c'est pas 1 million d'identités, si tu as 500 fausses identités pour fausser... Parce que les usages qui sont évoqués, c'est pas forcément des choses à l'échelle mondiale. Ça peut être, comme j'ai vu, les faux avis sur Internet. Si tu as 400 avis positifs qui sont fake régulièrement, que tu peux utiliser régulièrement sur différents points pour
pour fausser la vie sur un sujet, voilà, t'as pas besoin de parler de millions, t'as fait ton boulot, quoi. Parce que c'est souvent ce qui arrive, en fait, tu achètes quelques centaines ou quelques milliers de faux avis ou de fausses identités en ligne et tu fausses ces systèmes d'avis vérifiés. Je pense qu'il y a des cas d'utilisation qui sont très différents à l'échelle de quelques centaines, à l'échelle de quelques millions. Et je pense que les applications qui sont très plausibles à des échelles beaucoup plus larges. Mais même en repartant sur ce que tu as mentionné, donc de payer les utilisateurs pour prendre leur identité, rien ne les empêche de prendre l'argent, ensuite de garder l'argent et d'aller à un autre orbe et de récupérer leur identité. Il n'y a aucune dynamique qui les empêche de faire ça. Ils n'ont rien à perdre. Ils prendraient l'argent et ils vont récupérer leur identité plus tard parce qu'il va juste aller à une orbe qui est beaucoup plus loin. Donc ça paraît très compliqué de garder ces identités à long terme, sachant qu'il est très facile de les récupérer. Ok. Je crois que tu n'as pas saisi là, que je parlais vraiment de gens qui savaient qu'ils participaient à un système où ils étaient payés pour vendre leur identité, qui s'en foutent et pas chercher à récupérer derrière. Parce qu'en plus, la personne qui contrôle l'identité à qui les achète verrait s'ils en perdaient le contrôle. Donc l'argument de dire « Ah, mais les gens, ils peuvent le faire », bah oui, mais ceux que tu as payés, tu sais qu'ils le reprennent éventuellement. Oui, mais attends, ce qui est intéressant, c'est que tu évoques peut-être des cas d'usage que je n'ai pas en tête. Parce que tu dis « Ah, ok, ça, c'est des usages, peut-être, mais c'est pas la même chose quand on parle de millions de personnes. » Et du coup, quel usage tu as au niveau de millions de personnes que j'aurais peut-être pas en tête et donc... Et sur lequel, de toute façon, ça n'aurait pas de sens, effectivement, de discuter de quelques centaines ou quelques milliers de faux profils. Peut-être que tu as des usages que je n'ai pas en tête. Oui, je pense que le plus évident, par exemple, c'est l'influence sur les réseaux sociaux à très grande échelle. Et il y a toute une guerre d'informations entre la Chine, la Russie et les États-Unis en ce moment, par exemple. Et on n'en parle pas d'échelle de centaines de personnes, on parle d'échelle de centaines de millions. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très fort. C'est la guerre d'information qui est en cours. Et l'information est une des ressources les plus importantes à cet instant-là, les données. Je pense qu'il y a énormément qui est fait autour de ça. Donc, pouvoir faire centaines de millions d'identités a une énorme valeur, en particulier pour voilà, c'est les différents États. Donc, c'est un exemple à beaucoup plus grande échelle qui est plausible et qui est d'ailleurs très en actualité en ce moment. Ok. Pour rebondir d'ailleurs sur ce sujet des personnes qui pourraient consciemment ou non donner leur identité à un tiers, c'est intéressant pour prendre aussi un point de l'article de Frédéric, le fait que souvent il y a des opérateurs qui vont de façon peut-être abusive aller, je sais pas, dans des villages, scanner les personnes les unes après les autres sans que les personnes soient forcément au courant de ce qu'elles font réellement en présentant leurs yeux devant l'orbe. Est-ce que vous considérez que justement vous avez un peu une part de responsabilité avec WorldCoin, justement d'éduquer les opérateurs et de veiller à ce que les utilisateurs qui vont, entre guillemets, se faire scanner l'iris soient conscients de ce qu'ils font quand ils le font? Alors, nous te réponds, Gary. Après, j'irai sur le point des caméras qu'on a mentionné avant pour être sûr que je réponds à tout ce que vous m'avez dit. Donc, c'est un très bon point. Donc, je pense que c'est totalement notre responsabilité de mettre en place des opérations qui ont la capacité d'expliquer donc aux utilisateurs aussi bien que possible qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils obtiennent et comment interagir avec, et donc d'expliquer de façon très claire tout ça. Et on a essayé de mettre en place du coup les opérations pour faire ça au maximum. En pratique, c'est impossible de mettre ça en place de façon parfaite dans 192 cultures du premier coup. Du coup, l'approche qu'on a, c'est d'apprendre dans certaines locations et d'itérer vers un système qui permet de communiquer de mieux en mieux ce qu'on fait aux populations locales et en s'adaptant à différentes cultures, aux différentes approches, parce que c'est très différent d'expliquer un tel projet quand tu te trouves, disons, au milieu de l'Afrique que quand tu te trouves à New York. La dynamique est complètement différente et les gens ont une interaction avec les technologies qu'on utilise ou avec les concepts qu'on utilise qui sont complètement différentes. Donc il faut qu'on apprenne à expliquer tout ça dans plusieurs endroits et ça prend beaucoup de temps. L'approche qu'on a, c'est d'avoir une base sur laquelle on fait toutes les opérations, donc une base opérationnelle avec laquelle on rentre dans un pays ou on rentre dans une nouvelle location, et ensuite d'apprendre itérativement avec les gens de la boîte comment opérer dans ce pays et comment améliorer
cette communication pour s'assurer que le standard qu'on utilise pour communiquer le projet sont très hauts et qu'au maximum on puisse expliquer à chaque personne comment Worldcoin fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est l'approche qu'on a eue. Mais on ne se voit pas les yeux que pour expliquer à 192 pays en même temps, c'est impossible d'avoir 100% des gens qui vont comprendre à 100% le projet. Et c'est toujours, ça va jamais être noir ou blanc. Et le but, c'est d'expliquer un maximum pour que les gens comprennent le mieux possible cette technologie qui est assez compliquée et s'adapte le plus possible, donc localement, à chaque type de population pour que les gens puissent comprendre à grande échelle. Donc c'est une grande partie de notre travail qu'on fait et on le fait à travers les opérations directement sur le terrain et on le fait aussi à travers des communications beaucoup plus larges, à travers des médias par exemple ou différents interviews, podcasts, Twitter, réseaux sociaux, de façon plus large. Donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans les dernières années. Pour toucher le point des caméras qui a été mentionné juste avant, donc notre approche c'est de capturer, donc c'est que le système peut fonctionner sans avoir à garder d'images dans notre serveur qu'on peut décrypter. Donc on n'a pas une seule image qu'on peut décrypter dans le système de base dans le back-end. On a une partie, donc quand un utilisateur va à travers le flow, il a une option où il peut proactivement participer et offrir ses données pour qu'on puisse entraîner les neural networks dessus. Et s'il fait ça, on peut garder les données et ensuite on peut s'en servir pour entraîner notre algorithme. Et l'utilisateur a la capacité de supprimer les données à n'importe quel moment. Donc il peut cliquer sur l'app, supprimer les données et elles sont supprimées à n'importe quel moment. Et cette option va d'ailleurs être complètement supprimée de l'application. Donc il n'y aura plus de flow existant pour lequel des images iront dans notre backend. Donc les images resteront 100% en local sur l'appareil et une partie des images seront encryptées et partiront sur le téléphone de l'utilisateur. Donc le backend n'aura pas accès à ces images et ne pourra pas lire ces images. C'est aussi vrai pour les images de type infrarouge qui seront l'iris, que les images thermales, que les images de profondeur. Donc toutes ces images resteront sur l'orbe, seront processées sur l'orbe, leur faute sera vérifiée directement sur l'orbe, enfin c'est déjà le cas, elle est déjà vérifiée directement sur l'orbe, et les images qui sont transférées iront sur l'application et seront encryptées avec la clé de l'utilisateur sur l'application si l'utilisateur décide de les garder pour ne pas avoir à tourner à l'orbe quand on update le système. Donc c'est la situation actuelle avec les caméras. Quand tu parles d'image, du coup, pour essayer de répondre à ma question, c'est donc ok, il y a le sujet des iris, mais qu'en est-il des visages du coup? Parce qu'en fait, dans les conditions d'utilisation, il y avait même d'autres informations qui ont été retirées, mais il y a encore cette notion de prise sur les visages. Est-ce que c'est le cas encore? Donc les visages vont être traités de la même façon que l'iris. Ça veut dire que le visage est encrypté avec la clé de l'utilisateur sur l'orbe et ensuite il est envoyé sur l'application de l'utilisateur. Si l'utilisateur dans le futur, hein, pas maintenant, tu es d'accord. Donc ça, c'est en train de déployer maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est que l'image du visage n'est pas du tout envoyée au back-end. Donc, elle est analysée sur l'orbe directement. Et si l'image, si la fraude n'est pas détectée, on supprime l'image parce qu'on a pas mal d'images pour le back-end. Pour être clair, l'option, et je pense que c'est celle qui a posé problème à plein de régulateurs qui ont poussé Worldcoin en dehors de leur pays, qui était le flou qui était lié justement à ces transferts de l'iris. Je suis désolé, j'ai toujours pas compris si quand tu donnes l'accord pour la transmission des images, est-ce que le visage fait partie des infos dans ce cas-là? C'est quand tu donnes ton accord pour l'entraînement, etc. Est-ce que les images, les photos des visages sont aussi transmises avec celles des iris ou pas? Donc pour l'entraînement, c'est les iris et le visage. Et le flow, par défaut, n'inclut aucune image. Donc c'est les deux cas actuels. Dans le cas actuel là, si tu dis j'accepte que les infos soient transmises pour entraînement, et j'expliquerai d'ailleurs la motivation, comment je l'ai présenté, mais en tout cas, en fait, parce que les gens
qui assure, parce que j'ai pas fait qu'une file d'attente sur les orbes. En fait, selon le succès que ça a, les gens ont très peu de temps pour expliquer ce qui se passe. Et quand les gens posent la question, mais à quoi sert le fait de cocher je suis d'accord pour la transmission de ces images? En fait, les gens sont incités à le faire parce que la réponse qui est faite par les opérateurs des orbes, c'est de dire ça vous permet de ne pas avoir besoin à vous pointer pour mettre à jour votre identité, alors que si vous ne le faites pas, vous devrez vous repointer. Donc, il y a quand même déjà un peu une incitation à transmettre aussi ces images en dehors du cadre de l'entraînement, etc. Et pour moi, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que dans ces images qui sont transmises, donc visiblement il y a l'iris pour recréer, et est-ce qu'il y a les visages aussi? Parce que ce n'est pas cette info. On peut me répondre oui ou non, hein, mais ou je ne sais pas. Oui, mais... donc dans ces... je pense qu'il y a plusieurs points dans tout ça. Donc oui, quand l'utilisateur accepte, donc clique d'accepter l'utilisation des données pour l'entraînement, on a les visages et l'iris qui sont envoyés dans le flow actuel. Et le flow par défaut n'a pas ces deux types d'images qui sont envoyées. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de justement changer le flow pour ne plus donner l'option où les images sont envoyées au back-end pour l'entraînement. Donc cette option, justement, on est en train de travailler sur pouvoir l'enlever. Et les images qui seront gardées seront encryptées avec la clé de l'utilisateur qui vient du téléphone et ensuite stockées sur le téléphone de l'utilisateur. Donc à aucun moment le back-end n'aura accès à ces images. C'est une scène d'amélioration. Je vais essayer de ne pas non plus continuer à couper et à monopoliser la parole. Non, mais c'est un bon point et c'est un bon exemple, je pense, d'un cas sur lequel on a beaucoup appris du terrain. Donc, encore une fois, je pense que tu as mis en avant la compréhension des utilisateurs. Et c'est un exemple de dynamique et qu'on apprend en faisant les opérations, en observant les opérations et en comprenant quels points sont mal communiqués ou mal compris et comment faire pour améliorer la communication ou réduire la friction sur ces points. C'est pas évident. Tu vois, une transparence, je pense, qui m'intéresse. C'est une question, j'adore les questions un peu pièges, mais moi, en fait, ça m'intéresserait, moi, de savoir quel pourcentage de gens, dans les gens qui passent devant les orbes, ont cliqué pour envoyer leurs informations. Et cette information, vous l'avez. Je ne dis pas que vous êtes obligé de la transmettre. Mais en fait, c'est une question que se posent par exemple tous les régulateurs de tous les pays. C'est OK, ça veut dire qu'il y a des infos biométriques et en plus, en fait, qui sont un peu sous-estimées par défaut. Parce que quand les gens parlent OK, l'iris, et que du coup, ils comprennent OK, c'est l'iris, mais OK, il y a différents types de prises de vue. OK, c'est les deux iris. Ah oui, il y a aussi le visage. OK, il y a différentes prises de vue. Et en fait, quand les régulateurs comprennent que les gens sont pratiquement incités pour le fait de ne pas avoir à repasser, que ces infos soient transmises, c'est ça qui a posé problème dans certains pays. Mais je ne sais pas quel est le pourcentage des gens. Et peut-être qu'effectivement, je ne vais pas voir le mal partout là où il n'existe pas. Peut-être que WorldCoin a sous-estimé aussi cette capacité que les gens avaient à cliquer et à envoyer des images. Mais je serais curieux d'avoir ce chiffre, par exemple, sur quel pourcentage a accepté de transmettre leurs données. Pour savoir si c'est ridicule ou si c'est important. Donc ce chiffre exact n'est pas directement... comme ça, il faudrait que je regarde plus en détail pour savoir exactement. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense que le point que tu disais par rapport au fait qu'on ne peut pas deviner certaines dynamiques, comme le fait que les utilisateurs cliqueraient très vite parce que ça va plus vite de tout cliquer, c'est en fait il y a eu plusieurs évolutions sur ça. Au tout début, le partage des données était le défaut et donc il fallait décliquer sur une box parce que c'était le défaut sur Internet, on le basait sur ce UX parce que c'était plus naturel, parce qu'on n'avait pas spécialement réfléchi à ça. On s'est ensuite rendu compte que les gens ne lisaient pas ce qu'il y avait écrit. Ensuite, c'est pour ça qu'on est passé vers l'inverse où les gens devaient cliquer proactivement pour s'enregistrer à ça. Mais on s'est ensuite rendu compte que même avec ça, c'était pas forcément évident que tous les utilisateurs comprenaient bien sur quoi ils cliquaient parce qu'ils préféraient tout cliquer encore une fois pour aller plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on continue. Donc on a itéré plusieurs fois, en fait, je fais l'histoire en un peu plus rapide, et donc c'est pour ça qu'on a itéré sur une nouvelle version où, pour le mettre beaucoup plus en évidence et pour arriver à un point où on n'a plus besoin du tout, donc on a créé une infrastructure pour ne plus avoir du tout besoin de capturer les images pour l'entraînement à l'extérieur et de tout faire en interne pour justement pouvoir avoir aucune confusion du niveau des utilisateurs sur ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas, parce qu'on enlève ça complètement
parce que c'est une source de confusion. Donc ça a été aussi pour nous c'est compliqué de comprendre sa dynamique et vraiment s'adapter au fil du temps, parce que bien que ça paraît toujours très clair et évident à regarder dans le passé, c'était pas forcément évident quand on est sur le coup ou quand on implémentait ça, parce qu'on se basait sur des interfaces web où les dynamiques sont un peu différentes. Et d'ailleurs, Frédéric parlait des différents états, on reviendra après. Je serais curieux d'avoir ton avis, toi Alexis, qui est un fervent défenseur de la vie numérique. Juste, c'est quoi ta perception du projet WorldCoin? Non, alors il y a plusieurs. Il y a un point où je vais faire un petit commentaire, et puis après il y a un point que je veux toucher aussi, avoir un peu comme ça la vue de ça qui est importante sur l'économie. En fait, moi ma vision est que pour l'instant, en fait, on n'a pas démontré dans un projet de société numérique, on n'a pas démontré la nécessité, mais la nécessité vitale, on va dire, ça ne peut vraiment pas faire sans une identité électronique. Moi, j'ai pas, parce qu'on peut faire un effort. C'est vrai que Web of Trust, à question d'échelle de la planète Terre, c'est un peu compliqué, mais il y a plein de choses à intervenir. On n'a pas besoin, les pays pauvres qui peuvent pas se permettre, qui n'ont pas de système d'identité, par exemple, qui fonctionne, ils votent pas aux États-Unis, hein, c'est pas le même lien. Ils ont d'autres systèmes, et puis dans les pays où il y a des dictatures, ils votent pas, tout simplement. Et c'est pas à travers un système privé ou un commun qu'ils vont pouvoir s'échapper forcément de leur dictature locale. Il y a des vraies relations physiques qu'ils doivent gérer, en fait. Donc bon, pour l'instant, de manière générale, j'ai toujours ce problème-là. Après, l'identité est souvent vue comme étant une manière de résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre en allant toucher les vrais sujets. Et on le voit dans la finance, on le voit dans la lutte contre toutes sortes de contenus. Dès qu'il faut protéger l'Internet des contenus horribles, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tiens, il faudrait qu'il y ait une preuve d'identité à l'entrée d'Internet. Parce que c'est un outil facile à imaginer, extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On sait que ça ne marchera pas. Et comme ça, une fuite en avant qui permet aux gens qui font ces propositions-là de ne pas régler le vrai problème. C'est-à-dire de ne pas, par exemple, quand on parle de pédopornographie, on dit on veut que les enfants mettent mais pas sur des sites pornographiques. En fait, le vrai problème, c'est la violence sexuelle dans les familles. C'est là où se passent les problèmes. Et qu'on mette une identité sur Internet, ça ne changera juste rien. Mais bon, comme ça, les gens, ils ont l'impression de faire quelque chose. Pareil pour le blanchiment d'argent aujourd'hui. On se rend compte que on a mis un système d'identité sur tous les flux financiers du monde qui n'existait pas avant. Je veux dire, c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est un accident dans l'histoire de l'humanité, ça reste un accident. Et on le fait, et on a une efficacité qui est mesurée de moins de 0,1% sur les flux dits illégaux réellement. Donc on a un décalage complet entre ce que l'on veut faire, mais c'est facile parce que là, quand vous dites on veut lutter contre le blanchiment d'argent, tout le monde dit bien sûr, on veut lutter contre le blanchiment d'argent. Donc c'est un truc assez facile. Et donc ça, c'est que il n'y a toujours pas ce besoin-là. Et moi, là où je vois où c'est un peu plus grave, c'est que en fait, on a aujourd'hui un système qui est un système qui est basé sur justement ces identités, sur l'identification des gens, qui est tout un système économique qui s'appelle la surveillance du capitalisme, qui a été étudié et qui est critiqué. Et d'où, en fait, qui se base sur l'identité des gens. Il faut justement identifier les gens pour mieux identifier leur empreinte numérique, identifier leur profil et donc accaparer finalement leur comportement, pouvoir faire de l'analyse prédictive de comportement et donc leur vendre toutes sortes de produits X ou Y. Bon, on va revenir justement à la question de l'économie derrière.
Et aujourd'hui, on voit des modèles alternatifs. Alors, et donc, tu parlais de l'IA, tu disais justement, WorldCoin, ça sera une solution pour faire la distinction entre ce qui est du contenu humain, du contenu de IA, pour aussi peut-être conserver un contrôle sur qu'est-ce qu'on met dans les IA et ainsi de suite. Et en fait, nous, on a déjà théorisé. Alors, ce n'est pas un modèle qui existe, hein, mais c'est théorisé, on est d'accord, parce qu'on est encore très tôt. Mais je pense qu'on peut, accéder à des modèles de société ou des modèles d'IA qui sont plus consentis. On appelle ça consensual AI, où en fait, parce qu'on réduit l'empreinte numérique des gens, justement, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu de mettre son identité sur Internet, on va l'enlever complètement en utilisant des outils d'anonymisation, en utilisant des outils de cryptographie qui vont cacher l'humain dans la masse d'autres humains, d'autres informations, pour que finalement, les IA qui vont essayer d'apprendre, qui vont récolter en fait toutes ces données visibles, qui sont les données que l'on produit partout, en fait, qui ne soient pas capables de capturer les comportements humains. Donc là, on prend le chemin complètement inverse. Et on peut théoriquement développer des IA qui vont nous rendre les services qu'on a envie qu'ils nous rendent, mais sous forme de contrôle. Et puis lorsqu'on a envie de partager de l'information, soit on la partage localement et on fait un RAG local avec son IA, soit on fait des coopératives et peut-être avec le développement de la cryptographie homomorphique, on pourra faire des coopératives de données où effectivement même l'IA ne comprend pas vraiment ce qu'il y a comme données, mais est capable de sortir un résultat qui est intéressant. Enfin, on peut imaginer des choses, mais en partant du départ où il n'y a pas d'identité et où on vient ouvrir un peu au fur et à mesure les données. Et donc, mais aujourd'hui, ça, c'est très alternatif, c'est très disruptif et c'est pas souhaitable parce que, en fait, c'est pas souhaitable par les systèmes en place parce que les États en place ne maîtrisant pas ça, eux, ils doivent régler des problèmes et toute personne qui leur apporte une solution sur l'identité pour identifier les méchants, tout de suite, c'est un truc qui est facile. Donc, voilà, donc ça c'est mon commentaire vraiment général, c'est-à-dire qu'en fait on utilise des nouvelles technologies qui sont distribuées, oui, qui sont open source, oui, enfin, ou à terme elles le seront, qui sont basées sur la cryptographie, donc ce sont des outils d'émancipation, mais en fait au lieu d'utiliser pour les émancipations, on va l'utiliser en fait toujours dans ce contexte de capitalisme de surveillance, et finalement pour aussi venir remplacer des fonctions régaliennes, c'est-à-dire que moi ça ne m'étonne pas du tout que WorldCoin aille dans des pays en difficulté parce qu'en fait il vient proposer une manière beaucoup plus efficace de gérer des registres de votants, des registres d'habitants et ainsi de suite, de les privatiser d'une certaine manière. Et les États, prends l'exemple de Haïti, où vraiment le gouvernement a disparu. Les gens qui sont là peuvent décider de s'organiser autrement. Ils peuvent, et là, en fait, ils ont deux choix. Soit ils arrivent à s'organiser autrement et inventent des mécanismes locaux, soit ils récupèrent des systèmes externes. Mais après, une fois qu'ils ont récupéré des systèmes externes, en fait, en fonction de la manière dont ils sont construits, et là, si c'est construit sur des systèmes d'identité, finalement, ils se retrouvent dépendants complètement d'un mécanisme externe. Ça en vient finalement à l'économie, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même cette utilisation de plateformes décentralisées, et puis même moi, je veux dire, on travaille dessus, quoi. On construit une infrastructure de la vie privée, construit de façon distribuée. Donc, en fait, finalement, les mécanismes sont assez relativement simples, hein. Identiques, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un réseau distribué, on a des ordinateurs qui travaillent ensemble, et il y a un jeton que les utilisateurs vont pouvoir utiliser pour bénéficier de ce réseau. Mais ce qu'on a fait, ce qui est très particulier, enfin, ce qui est attendu, en fait, dans ce mécanisme-là, c'est que collectivement, on crée un service. Alors, chez nous, c'est un réseau d'anonymisation. Et quelqu'un d'extérieur va amener de la valeur, va vouloir utiliser ce service-là et en fait va payer et va amener de la valeur de l'extérieur, va amener du Bitcoin, quelque chose, et va, parce qu'il trouve ça utile, payer et utiliser et monter le truc en source.
Et donc, si j'imagine qu'en fait, WorldCoin est un réseau décentralisé de gestion d'identité, c'est un service, en fait, c'est un service d'identité. Et, en fait, c'est là où moi j'ai un petit peu un souci, c'est que pour que ça ait de la valeur, à un moment donné, il faut qu'il y ait des usages externes, il faut qu'il y ait des gens qui disent, tiens, ça, je vais utiliser ce réseau-là, je vais amener de la valeur dedans, et en échange, ça va faire monter la valeur du réseau. Et de ce que j'ai compris avec WorldCoin, c'est que quand la valeur de ce réseau va monter, ceux qui constituent ce réseau-là, finalement, les gens, les identités, reçoivent des bases, reçoivent une part. Et donc là, j'ai envie de penser d'un point de vue très philosophique, finalement, c'est que dans ce monde de surveillance du capitalisme, on utilise les outils de l'émancipation pour finalement mettre un prix sur l'identité de la personne. En réalité, c'est ça. Et on redonne, celui qui va venir, qui va payer quelque chose, va redonner, le système va redonner, va dire, bon, ton identité, je l'avais. Moi, la question, en fait, c'est quoi la vue sur WorldCoin de qu'est-ce qui va amener de la valeur à ce réseau-là? Ça va être quoi les flux d'argent, finalement? Je suis un organisme, je suis une institution, je suis une personne, j'ai envie de me reposer, et de façon positive, de façon très... parce que je trouve que c'est bien, finalement. J'ai envie d'utiliser ça. Je vais amener de l'argent là-dedans. Ça va être quoi cette relation-là, ce use case-là que je vais... voilà, comment ça, cette partie économique va se passer? C'est ça, je me pose la question. Juste un mot, je vais être super court. Je vois le regard inquiet de Gary qui dit c'est absolument pas un sujet traitable en 1 heure. On va faire 3 autres interviews, je crois. Voilà. Et je pense que ce serait bien que Saturnin explique un petit peu ce qui a été fait au niveau de l'ICO, qui n'est pas vraiment une ICO de WorldCoin. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une incompréhension aussi sur que certaines personnes ont vraiment l'impression que WorldCoin paye les gens. Et en fait, c'est plutôt les gens qui ont acheté du WorldCoin qui ont donné de l'argent qui finalement est donné aux autres, aux nouveaux entrants. J'aimerais qu'on parle, parce que, juste pour rebondir sur Alexis, pour pas te hijacker justement la question, c'est sur le côté un peu modèle économique et puis le côté WorldCoin, parce que nous on voit bien le projet WorldID, parce qu'il s'appelle comme ça, mais effectivement les gens le voient beaucoup par le prisme WorldCoin, qui est le coin qui motive les gens à faire des files d'attente pour obtenir des coins sonnants et trébuchants. Pour le rappel aussi, parce que les gens n'ont pas forcément en tête, non seulement lors de l'obtention de l'identité, mais ensuite les gens sont incités à lancer l'app régulièrement pour pouvoir réclamer en fait des sommes. Et s'ils ne le font pas d'ailleurs, ils loupent la somme. Donc il y a un petit côté incitation, un peu gamification que je peux comprendre d'un point de vue créateur d'application. Mais voilà, si on pouvait parler un petit peu du coin de WorldCoin, qui est quand même vachement important et qui est attaché à ce projet. Oui, super. On peut faire tous ces points un par un. Donc, on a touché à pas mal de trucs. Pour commencer, le premier point était sur le fait d'une nécessité d'un système d'identité. Donc, je pense le meilleur moyen de construire mon argument autour de ça, c'est de donner des exemples, de donner 2 exemples dans le passé qui ont eu besoin de système d'identité. Donc le premier, c'est Aadhaar. Aadhaar, c'est en Inde pour pouvoir redistribuer à la population donc un salaire minimum en cas où la personne n'avait pas d'emploi. Il avait mis un système en place, mais ce système en place ne marchait pas. Il y avait énormément de fraude, car les gens demandaient 2, 3, plus de fois leur part, et donc ils ont voulu créer une solution. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système de reconnaissance d'IRIS à l'échelle globale dans le pays, donc à l'échelle de 1 milliard plus de personnes, qui permet de vérifier si oui ou non les gens ont déjà demandé leur part. Donc leur welfare. Et ce système leur a coûté plusieurs milliards, je crois 8 milliards de têtes à mettre en place. Et c'est un système qui aurait pu totalement utiliser le système de WorldCoin, de WorldID plutôt, en alternatif, mais qu'ils ont dû construire à partir de rien, qu'ils ont développé pendant plusieurs années, je crois plus de 5 ans, et qu'ils ont dû mettre en place dans tout le pays. Donc c'est un exemple très spécifique
où ça a coûté à un pays des milliards de dollars pour pouvoir mettre en place un système d'identité qui permettait de différencier les gens à grande échelle pour un cas d'usage très spécifique, et ce système n'est pas réutilisable dans d'autres cas, contrairement à ce qu'on construit qui est réutilisable pour beaucoup d'autres cas. Un deuxième exemple, c'est en Argentine. Beaucoup de banques en Argentine commencent à avoir des gros problèmes pour pouvoir identifier les gens qui créent un nouveau compte et s'assurer que ces gens sont bien humains. Donc il y a beaucoup de banques en ligne qui existent à travers le monde, et il est possible de créer son identité directement sur l'application sans aller à la banque. Ça s'est aussi développé en Amérique du Sud, mais le problème en Amérique du Sud, c'est que les identités qui sont utilisées, ils leur font de moins en moins confiance, et les banques n'ont pas de solution évidente pour ça, et donc ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est des pôles physiques dans les villes où les gens peuvent aller pour se valider et pour s'assurer qu'en effet ils sont bien humains, qu'ils sont uniques et qu'ils n'ont pas été vus d'abord. Donc c'est un autre exemple où ils sont en train de recréer ce que nous on crée pour résoudre un problème très local et très spécifique à ce qu'ils font, et où ils pourraient utiliser nos technologies en alternative à ça pour pouvoir résoudre ce problème. Ça, c'est pour toucher le point. Je suis juste je me permets juste de dire, tu as donné deux très très bons exemples c'est des exemples où l'ancien monde a développé un besoin d'identité, et en fait, toi, ce que tu viens répondre, tu viens leur offrir un outil qui sera meilleur que leur solution, mais c'est pas comme je disais, le blanchiment d'argent, c'est la nécessité d'identifier les gens. Elle est venue des règles de blanchiment d'argent, pas du système bancaire en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, là, tu m'as montré deux exemples, et après je te laisse continuer, juste pour marquer le point, où en fait tu viens proposer à rectifier un cas d'usage où en fait on n'avait pas besoin d'identité à la base. On a créé un besoin d'identité, et toi, tu viens proposer, mais nous, on peut le faire mieux. Et est-ce que peut-être tu peux vraiment le faire mieux? Ça, c'est sûr, hein, on est d'accord. Voilà. Mais donc, c'est pour remplacer un système déjà existant, et ce n'est pas pour un exemple d'usage où c'est vraiment nécessaire, encore une fois. Donc, pour le premier cas, le système qui était en place avait une grosse problématique, c'est que les gens demandaient beaucoup de fois. Donc, bien que le système pouvait être en place sans cette technologie, il y avait des problèmes assez majeurs dans ce système. Le deuxième problème que j'ai mentionné, avec l'incapacité des banques en ligne de identifier les gens pour créer des comptes, est un problème nouveau du fait de l'intelligence artificielle, qui fait que ce problème était inexistant dans le passé, maintenant est en train d'apparaître, et qu'il n'y a pas de solution évidente en place. Donc pour ce deuxième problème, c'est différent, c'est une dynamique complètement différente dans ce cas-là. Donc ça, c'est des exemples spécifiques où l'identité électronique peut être utilisée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples, comme par exemple les réseaux sociaux, encore une fois, et l'utilisation des réseaux sociaux comme arme par différentes entités, et pouvoir se battre contre ça. Par exemple, les problèmes des bots sur Twitter ont été mis en avant à moult reprises, et Elon Musk en a fait un point principal de son acquisition, d'essayer de supprimer et de réduire le nombre de bots sur Twitter. Donc c'est encore une fois un problème qui pourrait être résolu par ça. Et dans ce cas, ce n'est pas une solution pour un système financier, c'est une solution pour un système social. L'aspect financier est seulement une partie du projet, et l'identité n'est pas liée à l'aspect financier. L'identité est seulement liée à Internet et peut être utilisée dans n'importe quel cas d'usage, financier ou non. Donc c'est seulement une partie du projet qui est l'utilisation financière. Un autre point qui a été touché, c'est que l'association d'identité au flux de capitaux est un accident dans l'histoire et nouveau. Donc, je ne pense pas que cela est vrai. L'association d'identité au flux de capitaux est quelque chose qui historiquement a existé depuis très longtemps. Donc, dès le XVIe siècle, il y avait déjà des bourses en place, et il y avait déjà des compagnies, des stocks, et donc une identité associée au flux de transactions, car il y avait des contrats entre différentes entités pour pouvoir vérifier les flux de transactions. Si on remonte encore plus tôt historiquement, il y avait déjà le concept de prêt qui était fait à grande échelle autour de l'Europe, et donc associé à ça une identité qui est liée à la personne qui a fait le prêt et la personne qui a emprunté de l'argent. Et ça remonte très tôt dans l'histoire, même avant l'an 0, le concept de prêt et le concept d'identité associé à ça. Donc je ne pense pas que c'est un concept qui est particulièrement nouveau, et je ne pense pas que c'est un accident. À partir de quand
une tribu devient assez grande pour que tous les membres ne se connaissent pas, donc au-dessus de 250 ou plus personnes, il faut un moyen de savoir comment faire confiance aux individus sans les connaître auparavant. Et donc, tout ce système de traquer l'identité permet de faire ça. Donc, permet de savoir comment se positionner par rapport à des individus qui sont nouveaux et qu'on ne connaît pas. Donc, ce problème existe depuis très longtemps et il y a des solutions plus ou moins éphémères qui ont existé pendant très longtemps sur ce point spécifique. Pour le point d'identité consentie et d'être 100% anonyme, je pense que moi, je suis complètement d'accord sur le fait que l'anonymat est très important, mais dans ce cas-là, je pense qu'on est très aligné, car le projet et la façon dont on l'a construit fait que les gens sont complètement anonymes. Donc, ils n'ont aucune information qu'ils partagent quand ils utilisent notre système d'identité. Ils n'ont pas besoin d'associer leur nom, leur adresse, leur géolocation, leur history de ce qu'ils ont fait avant sur Internet, de ce qu'ils sont en train de faire. Toute l'information qu'ils vont avoir, c'est qu'ils sont uniques et qu'ils ont été vérifiés en tant qu'humains uniques grâce à une orbe. On n'a aucune autre information et aucune autre information n'est partagée avec des sites. Pour pouvoir faire ça, on utilise des primitives cryptographiques, en particulier ce qu'on appelle Zero Knowledge Proof, qui permet de prouver quelque chose sans avoir à en partager l'information sous la chance. Donc c'est une grande partie de notre technologie est basée sur ça. Donc je suis d'accord que l'identité, l'anonymat est très important et c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup travaillé à garder et à garder au centre de ce qu'on fait pour pas qu'on ait besoin justement d'identifier les gens et de partager d'informations sur eux. Ça veut dire que s'il y a une fausse identité qui est introduite, par exemple une orbe qui est malicieuse, je sais pas comment ça fonctionne, donc, mais une orbe malicieuse qui va générer des fausses iris et des fausses personnes, mais à l'entrée, tu vois, je veux dire pas dans le système, mais vraiment à l'entrée. Comment tu le distingues, comment tu évites cela parce que ça risque d'être vital. Enfin, pour le projet, si à un moment donné, s'il y a des fausses informations ou des faux profils qui existent, ça peut même tuer le projet. Et s'ils sont suffisamment entre guillemets, anonymisés à l'intérieur, en tout cas, c'est pas anonymisé, mais on peut pseudonymiser plutôt, j'ai l'impression. Mais ça veut dire que tu peux pas juste en regardant le système faire la distinction entre une vraie identité bien faite comme il fallait et puis une falsification qui aurait été faite. Donc je pense que ce serait quoi une version du système qui serait optimale dans ce sens-là? Non, non, mais là, je sais pas. Je pose la question, c'est-à-dire comment moi je prends une orbe, alors, peut-être qu'il me manque des bouts de connexion, hein, mais à un moment donné, il y a une orbe qui prend une donnée qui en fait des preuves cryptographiques, enfin, qui crée qui prend des images, qui ferait des preuves cryptographiques. Ces preuves sont envoyées. Il y a un wallet qui est associé à ça et qui s'est envoyé sur des informations qui circulent sur une blockchain. Mais ce lien, l'oracle, le rôle de l'oracle, celui qui va dire la vérité, donc c'est l'orbe, peut être falsifié. C'est-à-dire on peut mettre la photo enfin, je schématise, hein, on peut mettre la photo de quelqu'un devant et il va prendre, ou une IA peut créer une image de quelqu'un et puis on filme cette personne ou l'iris de cette fausse personne. Et donc, on peut commencer à intégrer des fausses identités, des vraies fausses identités, entre guillemets, qui elles sont valables d'un point de vue technique, mais elles ne correspondent pas à un humain qui existe. Voilà, ça c'est une question. Je ne sais pas du tout comment vous êtes protégé. Ouais, et pour relaxer tout le monde, hein, dès qu'on fait des systèmes où il y a beaucoup d'anonymat, et qu'on veut et éventuellement de l'unicité, il y a deux problèmes que je vois qu'à WorldCoin essaie d'adresser comme il peut, mais il n'y a pas forcément de solution parfaite, qui est la notion du backup et la notion de la révocation. Parce qu'en fait, ça revient à ça. C'est imagine que tu aies Oui. Après, je pense que ce ne sera pas une simple image, parce qu'effectivement, le capteur fait les choses et vérifie pas les choses qui a l'air d'être fait relativement bien. Mais par contre, si effectivement, on s'aperçoit après coup qu'il y a X milliers d'identités qui sont fausses, est-ce qu'il y a un moyen qui a été prévu pour en faire un minimum le suivi pour pouvoir les révoquer? Je ne sais pas s'il y a une solution
en place pour ça. Et je ne dis pas qu'il y en a forcément une facile à mettre en place d'ailleurs, sur ce système. Donc, le point principal, c'est comment faire si des orbes fait des fausses identités, comment s'assurer que ce ne soit pas le cas et comment défendre contre ça. Donc, une grande partie de la solution, c'est de rendre la technologie open source déjà pour qu'on puisse voir les détails de ce qui se passe et rendre la technologie vérifiable pour qu'on puisse vérifier ce qui se passe au niveau des orbes. Une grande partie du travail qu'on a fait, donc, c'est sur la détection de fraude pour s'assurer que ce n'est pas possible. Premièrement, de frauder le système en faisant croire à l'orbe que tu es une nouvelle personne alors que tu ne l'es pas. Donc, il y a énormément de recherche et de la technologie qu'on a développée qui est basée sur la difficulté qu'aurait une personne à faire ça et donc à rechercher comment le rendre très compliqué. Et une deuxième partie, c'est la sécurité de l'orbe. On a beaucoup travaillé sur s'assurer que l'appareil est très dur à compromettre et qu'on a une très bonne visibilité sur les orbes en place et s'il y a des attaques qui sont tentées pour pouvoir s'assurer qu'aucune orbe ne peut être compromise. Et on a plusieurs lignes de défense pour s'assurer que si c'est le cas, l'impact sera minime sur le système. Donc je pense que le principe ces deux principes sont en tension, le principe d'anonymat et le principe de sécurité. Et donc, on ne peut pas avoir un anonymat complet en ayant un moyen de révoquer des identités, parce que ça voudrait dire qu'on sait et qu'on a traqué les identités qui ont été créées. Donc, la solution à ça, c'est de protéger la source, donc l'orbe et la création d'orbe, et s'assurer qu'il n'y a pas de hack possible directement à la source de l'orbe ou de façon de tromper l'orbe et de lui faire croire que tu as une nouvelle identité. C'est pour ça qu'il y a énormément de travail de recherche qui est fait autour de ça, donc la partie fraude et la partie sécurité. Parce qu'on ne veut pas compromettre la partie anonymat et on ne veut pas avoir de moyens déjà de décentralisation d'anonymat et on ne veut pas compromettre ces deux principes. Et si on avait la moyen de supprimer un compte après coup, ça voudrait dire que le système n'est pas complètement décentralisé et n'est pas complètement anonyme. Donc c'est pour ça que tout le travail est fait du côté sécurité et fraude pour ne pas avoir à compromettre ces deux aspects. Messieurs, je vois qu'on a passé l'heure. Je vous propose de conclure si ça vous va. Et si vous êtes partant, on pourra enregistrer une nouvelle session si vous avez encore d'autres questions sur le projet. Un petit mot de la fin et dernier mot de la fin si vous voulez. Ouais, je remercie certainement de se prêter à l'exercice parce que on est quand même un peu deux militants très chevronnés sur les sites projet tech et j'apprécie déjà qu'il soit présent et qu'il réponde le mieux qu'il peut aux questions déjà. Et merci Gary d'avoir organisé ça. Et surtout, il y a peu de contenu francophone sur les sujets WorldCoin World ID, donc voilà. Donc merci déjà. J'aimerais bien quand même qu'il termine un petit peu pour expliquer comment est-ce qu'ils perçoivent le fait que les orbes, en tout cas, se soient fait dégager de plusieurs pays à la suite de plusieurs actions des régulateurs qui des fois ne comprennent pas tout ce que fait WorldCoin d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai vu. J'ai une question un peu plus pointue aussi. C'est en France, donc c'est plus le cas. Il y a plus d'orbes. Et moi, par contre, je connais des gens qui ont comme moi qui sont passés devant. Et il y a une obligation un peu au côté RGPD pour pouvoir demander les informations qui ont été chopées par l'orbe. Et sauf erreur de ma part, je n'ai pas moyen, pas forcément moi, mais des gens qui ont accepté de transmettre les informations biométriques à WorldCoin, de les réclamer en disant bah, voilà, je réclame toutes les infos que vous avez stockées sur moi pour éventuellement en demander la suppression. Donc on peut en demander la suppression, mais on ne peut pas demander l'accès à ces infos-là. Donc je pense que ça fait partie d'ailleurs un peu des failles que reprocherait la CNIL à un tel système. Donc voilà, juste pour dire merci quand même d'avoir répondu aux questions. Et voilà, si on pouvait juste aborder sur la fin le côté un peu régulation et le cas particulier de la France et du droit à retrouver éventuellement l'accès à ces informations biométriques qui ont été capturées. Voilà. Ouais, donc pour la partie du droit d'accès aux informations biométriques capturées, comme tu as dit, on autorise la suppression de ces informations.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé qu'il y avait beaucoup de demandes pour la récupération de ces informations. On n'est pas fondamentalement contre. On pourrait l'implémenter, ça n'a juste pas été une priorité parce que c'est quelque chose qui n'a pas été demandé, qui n'a pas apparemment été très important pour qui que ce soit. Le plus important a été la suppression, la capacité de supprimer ces données. Donc la partie régulation, la politique autour de ça est assez simple. On veut une grande partie du problème, c'est la difficulté de comprendre le projet. Donc déjà d'un point de vue technique, d'un point de vue des motivations derrière le projet, comment on veut mettre en place tout ça et c'est quoi qui guide le projet. Donc pouvoir communiquer tout ça et bien expliquer tout ça déjà au public, mais aussi aux régulateurs, c'est une tâche qui est très complexe. Et une grande partie de l'interaction avec les régulateurs a été de faire comprendre la technologie, faire comprendre la cryptographie en dessous de la technologie qui est aussi assez complexe et avancée, et faire comprendre la partie biométrique, comment on peut mettre en place un tel système sans qu'on ait besoin de garder une base de données d'images de chaque personne dans nos serveurs, et quel est le but de ce projet, pourquoi est-ce qu'on fait cette distribution, et donc le lien avec l'intelligence artificielle et avec l'identité sur Internet. Et donc expliquer tout ça prend beaucoup de temps. On fait toujours très attention à bien suivre et de toujours opérer de façon légale dans n'importe quel territoire. Donc on a toujours eu les autorisations nécessaires pour opérer dans les territoires. Ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois que le projet prend plus d'ampleur dans le pays, les régulateurs demandent à discuter directement avec nous et à essayer de mieux comprendre les détails du projet avant de donner une autorisation de nous étendre et de continuer de grandir dans leur pays. Et dans ces cas-là, soit il y a des cas où on peut continuer d'opérer tout en discutant avec eux, soit il y a des cas où ils préfèrent qu'on ralentisse et qu'on discute avec eux pour qu'on puisse discuter les détails, leur expliquer les détails et voir s'il y a certains points du projet sur lesquels ils préfèrent qu'on change l'implémentation ou qu'on change certains designs. En général, c'est simplement beaucoup de discussions et de communication de ce qu'on fait. C'est quelque chose auquel on s'attendait beaucoup. On a une technologie qui est très unique, qui n'a pas été faite auparavant, n'a pas été vue auparavant. Il n'y a rien de proche de ça qui existe auparavant. Donc, bien évidemment, on va devoir avoir beaucoup d'interactions avec les régulateurs. Un autre exemple serait Uber, par exemple, qui ont créé quelque chose qui était très nouveau et je dirais potentiellement moins nouveau que ce qu'on fait et qui ont quand même eu affaire à énormément de régulateurs parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses à mettre en place quand quelque chose d'aussi novateur arrive pour comprendre ce que les principes derrière ces projets et pour que les autorités puissent s'assurer que tous les points importants sont bien compris avant de faire des autorisations et avant d'autoriser le projet à grandir à plus grande échelle. Donc ce n'est pas vraiment une surprise et cette discussion elle est la bienvenue et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire dans tous les pays et donc on va faire avec l'Europe, avec l'Espagne et qu'on continue à faire avec chaque pays pour s'assurer qu'on opère de façon légale dans chaque endroit. Mais on a toujours opéré donc avec les autorisations nécessaires dans tous les pays où on a opéré dans le passé. Ça a toujours été le cas. Il y avait le dernier point peut-être concernant la CNIL de Frédéric. Donc par rapport à la CNIL spécifiquement, la façon dont on discute avec l'Europe, c'est qu'on discute de façon centralisée avec une entité qui s'appelle BLDA, qui se trouve au sud de l'Allemagne, en Bavaria. Et on peut avoir donc, cette discussion avec cette entité. Et cette entité, la CNIL a délégué la décision à cette entité qui se trouve en Allemagne. C'est donc, on se sert de cette entité pour la décision à l'échelle européenne. Et donc, c'est avec ces entités qu'on discute. Donc, on a eu des interactions avec la CNIL il y a un petit bout de temps. Et maintenant, la discussion avec donc l'entité allemande. Ça marche. Saturnin, un grand merci de t'être prêté à cet exercice. Alexis, Frédéric, merci beaucoup, messieurs. C'était super. Peut-être qu'on enregistrera une autre vidéo à l'occasion. Un grand merci à tous les trois et je vous dis à très vite.